Alors, je sais que tout le monde le connaisse. Quand même, j'essaye de vous l'introduire. Aurélien Bélanger, comment tu voudrais être introduit comme écrivain, comme père de 3 enfants, comme futur chercheur, comme on a vu aujourd'hui à la conférence? Qu'est-ce que je peux dire de toi, ou comme celui qui hésite entre un kangou, un Renault Kangoo ou en Logan, Logi. Non, romancier, c'est bien. Romancier. Ok. Alors, Aurélien Bélanger, romancier, ses romans met au centre des questions spatiales qui donc peuvent intéresser beaucoup les architectes et les urbanistes. Il est célèbre au-delà que pour justement des romans comme l'aménagement du territoire et le Grand Paris, pour ses chroniques sur France Culture, qui sont des intuitions de quelques minutes que je trouve géniales. Et il est quelqu'un qui peut nourrir vraiment notre pratique. Donc je te laisse la parole. Et voilà, parce que je sais aussi que tu es en train d'apprendre après. Voilà. Merci. Le micro est très fort, je vais le mettre loin de ma bouche. Bonjour, donc cette conférence s'appelle l'urbanisme et le bassin parisien. C'est quelque chose comme ça. Pour commencer, je vais vous parler de quelque chose de très anecdotique, d'un changement de doctrine dans ma pratique du cyclisme. Ça fait à peu près 5 ans que je fais du vélo et le point de départ, c'est toujours de relier mon arrondissement parisien à une destination lointaine. Au début, c'était des allers-retours, donc les grandes premières sorties, ça a été la toute première sortie, ça a été des sites, c'est assez intéressant d'ailleurs d'un point de vue urbanistique, mais première grande sortie vélo, ça a été pour rejoindre l'anneau de Disneyland. Ensuite, ça a été pour faire le tour du parc Astérix dans la forêt de Plailly. C'était pour la documentation d'un roman qui s'appellera plus tard le Grand Paris. J'avais des idées assez fermes sur les parcs d'attractions qui se sont un petit peu détendues ensuite. Ensuite, j'ai rejoint dans la forêt de Carnel une allée couverte, un dolmen qui est connu pour avoir été l'unique dolmen jamais touché par un attentat terroriste en France en 84. Il a été plastiqué. On n'a jamais su qui l'avait plastiqué, donc je suis allé voir. Il avait été redressé entre-temps. Ensuite, j'ai été à Fontainebleau aller-retour, de façon vraiment complètement débile, sans poser le pied à terre. J'ai touché les grilles du château et je suis reparti. Et enfin, à Pierrefonds, parce que je n'étais jamais allé à Pierrefonds, je voulais aller voir le château. J'ai fait l'aller-retour, donc là on touchait un peu la limite parce qu'on atteignait des 200 km aller-retour. Donc ensuite j'ai changé une première fois de doctrine et ça a consisté à rouler le plus loin possible. Pour ceux qui connaissent le bassin parisien, il y a 2000 métaphores. La plus connue, c'est celle de la pile d'assiettes avec les couches géologiques qui débordent sur les bords en forme de cuesta. Ma préférée serait plutôt celle d'une arène de toupie Beyblade, quelque chose comme ça, où on peut tourner très vite, retenu par la légère concavité du site. Et en tout cas, je me suis amusé à prendre cette métaphore assez au premier degré, parce que depuis à peu près 6 ans, je l'ai vraiment saturée, comme on peut saturer en faisant un dessin en spirale avec un spirographe, où au début ça fait une forme assez hachée, puis à la fin ça devient très beau. Là, j'ai quelque chose d'un objet assez tenu, c'est-à-dire que j'ai rejoint la totalité des villes atteignables à vélo depuis Paris. Le record ayant été Bruxelles d'une traite. Le Havre ou Tours, enfin voilà, c'est à peu près tout. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai changé de doctrine, et pour la première fois je suis allé en Bourgogne le week-end dernier, et j'ai pris un train, je suis parti de Sens en fait. Donc pour la première fois j'ai sauté par-dessus le bassin parisien, un petit peu à la sortie de Sens où il y a une courte montée. Je l'ai vécu comme un événement volontairement spectaculaire. Il y avait quelque chose de l'ordre d'un... Je ne sais pas si vous avez vu, c'est à peu près le seul vrai bon gag de Bienvenue chez les Ch'tis. Quand ils arrivent dans le Nord, la pluie s'abat sur eux. J'ai vécu à peu près la même chose avec le panneau qui annonçait l'entrée dans le parc naturel du Morvan, où soudain on passait de 18 degrés printaniers à 13 degrés très sombre et très humide. Et enfin, je le dis parce que je suis dans une école d'architecture et que ce détail devrait, j'espère, vous réjouir, il y avait un échafaudage
échafaudage sur la basilique de Vézelay, et donc je suis monté sur le toit de la basilique et j'ai touché le paratonnerre, j'ai touché la vieille mousse du toit et je suis fait attraper par un prêtre et j'ai dû redescendre. Donc en fait au début, du coup, alors voilà, maintenant que j'ai quitté, enfin que j'en ai terminé avec cette espèce de grand cycle cycliste, comme il pourrait y avoir des grands cycles romanesques, je peux tenter des éléments de typologie. Quelles étaient les destinations? Donc la première destination, le bassin parisien. Enfin, qu'est-ce qui définissait pour moi une ville atteignable? C'était la présence d'une gare. Ensuite, d'une cathédrale, idéalement. Avec parfois, alors le combo le plus réussi, c'est peut-être Chartres, où il y a une cathédrale célèbre, une gare qui met Chartres à 1 heure de Paris, et un Dailymonop qui rend la chose vraiment très sympathique, parce qu'on peut acheter des victuailles après s'être un petit peu fatigué. Des fois, on est sur des choses beaucoup plus mince, de rares fois. Alors c'est assez frustrant de prendre comme point de destination une ville pas connue. Alors après on développe légèrement, il y a les villes A, les villes B, les villes C. Ville A, ce serait Amiens ou Reims. Ville B, ce serait Évreux ou Beauvais. Ville C, c'est plus confus, ce serait des villes comme Châteaudun ou Provins, des villes un tout petit peu moins connues. Il y a aussi une autre chose qui a été assez déterminant. Je m'en suis rendu compte après en consultant une carte. C'est il y a une sorte de graduation comme ça. Il y a 3 grandes étapes quand on fait du vélo en Île-de-France. La première, c'est évidemment la sortie du périph'. C'était le moment où on commence vraiment à faire du vélo et pas à s'arrêter toutes les 5 minutes. Ou juste tout simplement, c'est frappant si on sort par la grande bibliothèque. Soudain, on franchit le périph'. Il y a une sorte de zone commerciale un peu laide, mais soudain, on se rend compte qu'on va très très vite et on atteint les 35 km/h au bord de la Seine. On est très heureux. La deuxième étape, c'est la 86. La 86, on est à peu près à 12-15 km de Paris. C'est intéressant parce que ça commence à constituer un verrou, c'est-à-dire qu'il faut avoir atteint une certaine technicité de la carte et du parcours, parce que c'est un objet qui est plus difficile à franchir et qu'un objet qui est c'est frappant du côté de Rosny, si on la double par le canal de l'Ourcq, du côté de Rosny, où c'est vraiment des très gros piliers. C'est quelque chose qui est une très belle minéralité un peu cyclopéenne comme ça. Ensuite, on commence à être dans des endroits où on va pas vraiment, le tissu urbain va un petit peu se desserrer. On va commencer, alors pour la caricature du cycliste parisien, c'est celui qui va en vallée de Chevreuse. On va commencer à avoir des paysages vallonnés. Ceci dit, la vallée de Chevreuse est assez intéressante parce qu'il existe une route qui est bordée d'un côté par une station essence, et de l'autre côté, on aperçoit les formes un petit peu égyptiennes des réacteurs nucléaires du CEA au loin, avec au premier plan un petit lac qui, si on a de l'imagination, peut évoquer l'allée des Sphinx de Karnak, ce genre de paysage. Ensuite, on arrive sur quelque chose de plus sérieux qu'on n'atteint pas à tous les coups, qui fait un peu entrer dans un cyclisme un peu plus sérieux. C'est la francilienne. Donc là, on est à peu près à 30-40 km de Paris, autoroute un peu mythique, qui a été longtemps pas terminée, qui est pas complètement terminée du côté de Roissy. On sait pas s'il est pas sonore au sud. Je me suis retrouvé accidentellement dessus une fois. C'est un peu terrifiant. Après la francilienne, c'est à peu près acquis qu'il y aura des grandes étendues, de champs, et on va vraiment rouler. Et là, à partir de là, on est vraiment entré dans le bassin parisien. Tous ces éléments de typologie sont là pour dire que la singularité qui est vraiment très connue des géographes, mais qui n'est jamais, je pense, assez soulignée, c'est le caractère profondément désertique de cette région. C'est un désert. J'ai fait du vélo dans la Haute-Loire ou dans la Bourgogne profonde. C'est des endroits où on peut rouler pendant 4 ou 5 heures sans croiser une seule voiture. C'est vraiment possible si on a un itinéraire par des petites routes. Mais même ces endroits où une sorte de structuration spatiale qui n'évoquera jamais les grands déserts de l'Île-de-France. Alors ils ont une explication technique très simple. C'est parce que c'est de l'open field et c'est une terre céréalière très riche qui est mise en exploitation vraiment très serrée depuis en fait plusieurs siècles.
Mais c'est quand même intéressant de souligner qu'il y a des bascules assez fortes à partir de 40 km. Il y a toujours eu cette règle à partir de 40 km de Paris, on tombe sur les premiers champs, mais très vite, on va tomber dans des paysages assez désolés. J'ai souvenir de croisements comme ça entre Meaux et Coulommiers, ou des endroits vraiment où on sent vraiment le désert. Il n'y a pas d'endroit plus évident. Alors qu'en vrai, je pense que si on regarde dans le détail, c'est assez peuplé, c'est des gens qui rayonnent jusqu'à Paris, etc. Mais on a quand même, dans un petit village de Seine-et-Marne, on a un sentiment d'isolement très fort. L'image, c'est toujours parfois sur la place de l'église le dimanche, il y a une sorte de mini vide-grenier. Donc les gens vendent sur le sol des jouets usés en plastique, et on a installé la mairie a installé un château gonflable, et ça marche vraiment. Enfin, on a vraiment l'impression d'être tombé dans une sorte d'image un peu orientaliste d'un Orient avec des mirages de châteaux, etc. Cela n'est pas sans charme. Et enfin, après la Francilienne, donc là, on arrive vraiment dans la partie vraiment sérieuse, ce qu'on appelle le grand contournement de Paris. Donc c'est grosso modo, c'est compliqué à expliquer, c'est grosso modo l'objet qui connecte cette mégalopole parisienne pas si bien connectée à l'Europe, avec tout type d'interface européenne. C'est des autoroutes, pour les caricaturer, c'est des autoroutes pour chauffeurs routiers pressés qui veulent relier très très vite le Portugal aux Pays-Bas ou le Danemark à l'Italie, en évitant absolument tout ce qui aurait de congestionné à Paris. Et en fait, je me rends compte que quasiment toutes les villes que j'ai rejoints dans ces grands raids à vélo de 8-10 heures sont assez précisément positionnées sur cette route. Donc j'ai vérifié sur une carte. Il y a la 28 qui relie Rouen à Tours par Le Mans. Il y a la 26 qui relie Saint-Quentin à 3, et il y a la combinaison de la 29 et de la 28 entre Amiens et Le Havre. C'est assez parlant, hein, sur une carte, c'est vraiment très très beau. Ça évoque d'ailleurs de façon assez étonnante ces cartes. Je sais pas si c'est toujours à la mode. C'était un outil géographique très populaire dans les années 90. C'était les cartes anamorphosées de la France en fonction de la population. C'était des cartes en fil de fer qui avaient été anamorphosées. Et ça ressemble vraiment à ça, comme si au cœur on avait fait grossir une sorte de bourrelet d'hypertrophie qui était l'Île-de-France, et qu'autour il y avait cette zone qui marquait en fait l'entrée dans un territoire dépeuplé. Sauf qu'en fait l'hypertrophie elle était vraiment très centrale, et il y avait réellement ce vide de 120 kilomètres à peu près, où il se passait pas grand chose. Et en fait ça m'a beaucoup intéressé parce que ça m'a intéressé pour plein de raisons. C'est en lisant le début du livre de Norbert Elias sur la dynamique de l'Occident que ça m'a spécialement intéressé, parce qu'en fait, je me rends compte que ce paysage, c'est strictement un paysage. En fait, c'est le vrai paysage historique français. C'est là où s'est développé le royaume de France. On va dire de façon naturelle. Il y a une théorie. Il y a une théorie historique amusante qui dit que la taille légèrement excessive du royaume de France par rapport à ses voisins, contrairement à ce qui est souvent enseigné, c'est moins une volonté de l'État central de grossir qu'une succession d'accidents testimoniaux et de problèmes héréditaires qu'ont fait qu'en fait le comté de Toulouse et le duché de Bourgogne sont tombés plus ou moins. Bon, tout ça a été un peu calculé, mais sont tombés, en fait, ont fusionné pour créer une seule entité. Et c'est à peu près évident, si on prend une carte et si on prend la taille moyenne du pays d'Europe, que il y avait assez peu de nécessité géographique à que ce pays soit unifié. Donc en fait, il y aurait dû avoir un très grand bassin parisien, il y aurait dû avoir un très grand bassin aquitain, et une sorte de Lotharingie, comme ça, qui remontait de la Provence à Lyon jusqu'aux trois évêchés, et qui filait comme ça vers le nord. Donc voilà, il y a une sorte de, ça m'amusait juste de le souligner, et qu'en tout cas on est là on atteint les confins de ces paysages. Et je parlais de Norbert Elias, que Norbert Elias note de façon très, c'est vraiment au tout début de son livre, quand il explique la dynamique de l'Occident, il parle en fait de
de la puissance. Enfin, bon, toute l'histoire de son livre, c'est l'histoire de la curialisation, et qu'en fait, la constitution d'un État, une sorte de neutralité étatique pacifiée contre l'aspect guerroyant du féodalisme. Ça, pour résumer, c'est la grande thèse du livre. Mais l'exemple qu'il en donne, c'est que le roi de France ne pouvait pas accéder à la Loire, alors que la Loire, on voit vraiment la forme qu'elle fait. Elle vient vraiment chercher la Seine du côté de Gien et Orléans. Elle remonte vraiment. Un vol d'oiseau, ça doit faire 100 km à peine. Et le roi de France ne pouvait pas accéder à Orléans parce que il y avait 2 féodaux. Je crois qu'ils étaient 2, ou alors c'était le même. Il y en avait un qui tenait la tour de Montlhéry et l'autre qui tenait le château de Dourdan. Et cette ligne était infranchissable. Et c'est amusant parce que c'est vraiment une ligne de rien du tout. Aujourd'hui, à vélo, c'est une grosse nationale avec des concessionnaires de BMW d'occasion qui fait que on sent un peu qu'on passe dans un passage qui a une rugosité légèrement accrue par rapport aux autres passages, mais se dire que c'était là vraiment la grande frontière et que le roi de France lui-même, l'un des hommes les plus puissants d'Europe, n'arrivait pas à passer, redonne à toutes ces choses une dimension de frontière. Donc voilà, ce qui m'intéresse dans le bassin parisien, c'est qu'il y a tout ce rêve qui m'intéresse vraiment dans la mesure où c'est un rêve. C'est vraiment l'idée d'un royaume qui trouverait un territoire et qui l'aurait un peu trouvé, mais qui n'aurait pas réussi à s'y contenir. De la même façon, j'aime beaucoup l'articulation... alors je l'exagère volontairement, mais l'articulation entre le Pays de France et le Valois, pour le dire très simplement, le Pays de France, c'est tout plat avec des buttes témoins, et le Valois, c'est tout plat avec des vallées profondes. Et on a vraiment l'impression... alors on est vraiment du côté des origines de la royauté française, et puis on a vraiment l'impression que il pourrait y avoir une charnière qui serait située un peu au nord des pistes de Roissy, et qu'on pourrait replier les 2 paysages l'un sur l'autre, et comme ils sont tous les 2 plats et que l'un a des bosses et que l'autre a des creux, ils pourraient comme ça se résorber l'un dans l'autre. Ensuite, mon rapport, pour parler plus intimement de moi, mon rapport au bassin parisien est vraiment lié à un détail biographique qui a pris. Alors c'est assez marrant parce que ça a pris chaque année un peu plus d'importance, et puis avec l'affaire des gilets jaunes, c'était à peu près aussi important que si j'avais expliqué que j'étais né dans un palais à Venise. Ma position périphérique a acquis une centralité première, c'est que j'ai grandi dans une ville de l'Essonne qui était vraiment strictement sur la séparation entre la ville et le Gâtinais et le parc naturel du Gâtinais, en fait. Alors, au début, j'avais pas compris que c'était un parc naturel. Je pensais vraiment que de façon naturelle, la ville s'arrêtait net. En fait, j'ai compris assez tardivement que la frontière était un petit peu artificialisée, et que c'était parce que mon village n'obéissait pas aux mêmes normes d'urbanisme que le village qui était situé plus au sud, que le mien avait un très fort mitage pavillonnaire et que celui d'après n'avait pas ce mitage pavillonnaire. Mais en fait, c'est un outil que j'ai promené comme ça, un peu comme un géologue se promènerait à travers l'Île-de-France avec une loupe en plastique autour du cou. Moi, j'ai promené autour de l'Île-de-France un élément de typologie centrale qui était le fait que j'avais passé en grosso modo une bonne partie de mon enfance et toute mon adolescence dans un paysage, dans une ville d'Île-de-France qui était très singulière. Elle était singulière à plusieurs titres. Elle était relativement bourgeoise par rapport à l'endroit où elle était, parce qu'elle touchait je mets ma montre en silencieux. Elle touchait au nord, c'est une ville, la ville s'appelait Mency, s'appelle toujours. La ville au nord ça était Corbeil, donc ça touchait les Tarterets et toute cette mythologie du fief et de cette espèce de néo-médiévalisme qui était afférent à la notion de cité dans les années 90-2000. Et au nord, donc, et au sud, pardon, je disais, ça s'effilochait pour former le parc du Gâtinais. Et ce qui était très intéressant, c'est que cette commune, je la connais très exactement parce que je l'ai retrouvée partout. Alors celles qu'en sont les plus emblématiques, c'est une petite église du bassin parisien assez jolie, resserrée sur une petite côte. Je l'ai retrouvée au nord de Roissy, à Villiers-le-Sec ou à Plailly. Je l'ai retrouvée. En fait, c'est une typologie urbaine que j'ai retrouvée absolument partout. Sauf que c'est un village qui est censé faire 500 habitants, 1000 habitants à l'époque, aller en plein boom viticole du XVIIIe siècle, peut-être 1500 habitants. C'est un village qui existe un petit peu partout en Île-de-France. Village, en fait, il suffit d'imaginer un village qui est à 40 km de Paris, dont on est presque à 2 jours de marche, on est à une journée de cheval, on commence à être vraiment loin. Un marathon, si vous voulez, pour donner une échelle de distance. C'est des villages absolument minuscules, sauf que le mien était précisément pas minuscule. Et il avait à l'époque, il avait 12-13 000 habitants, il doit en avoir aujourd'hui 15 000. En fait, c'est très facile. C'est très facile, mais ce dont je vous parle, ça a été... Alors, c'est le charme d'avoir l'âge que j'ai, c'est que...
Je n'en ai pas vu de photos aériennes avant une dizaine d'années. J'y ai habité sans en connaître exactement le plan. Je n'avais pas d'outils de visualisation de cet objet. Tout cela est arrivé assez tardivement. En fait, je l'aurais vu du ciel et il m'arrive, j'ai pris l'avion récemment, je l'ai même retrouvé parce que c'est une sorte de... c'est une sorte d'objet qui est double, une partie cachée dans la vallée de l'Essonne, en pente avec l'église, le parc, le château, des vieilles rues, des maisons de ville comme ça collées les unes aux autres. Ensuite un rétrécissement et ensuite un volume à peu près égal qui était à l'époque l'un des plus gros projets. Des plus gros projets d'un promoteur américain en France. Ça devait être une ville pavillonnaire de mémoire, je dirais 3000 ou 6000 pavillons. C'était quelque chose d'énorme. Je crois qu'il y en a eu 2 ou 3 en Île-de-France. Ça n'existe pas à ce niveau d'unicité. Donc il y avait 7 ou 8 types, etc., qui se répartissaient. Bon. Et bref, tout ça était entouré de champs. C'est-à-dire que vraiment, il y avait des moissonneuses-batteuses qui tournaient derrière les maisons l'été. En plus, la ville était coupée en 2 parce qu'il y avait une ligne à haute tension, etc. Bon, voilà. Et tout ça, ce qui est très amusant, c'est que on se rend compte très largement que l'Île-de-France s'est beaucoup constituée comme ça. Donc, il n'y a pas besoin d'aller si loin. Il suffit d'aller dans des villes qui touchent Paris. Il suffit d'aller à Bondy, à Montreuil, n'importe où. On retrouve à peu près ça, en fait. Et si on confronte ça à la carte de Cassini, on voit bien que c'est des petits villages qui ont été lentement englobés dans Paris et qui ont gardé de façon très bizarre un peu leur structure de village avec leurs rues entremêlées, mais que tout ça a été pris dans le grand tout de la ville. Et du coup, voilà, c'est un objet que je me suis amusé à chercher avec cette espèce de double sentiment. Moi, je voyais ce que c'était qu'un urbanisme saturé. Il y a toujours cette frustration. Je pense qu'une bonne définition entre la ville et la campagne tient au fait que les panneaux d'entrée de ville sont mal placés. Si on demande dans Google Maps le village de Chancueil, village du Gâtinais quelconque, on aura exactement la frontière de Chancueil qui va être frontalière du village d'à côté. Or, les panneaux d'entrée de village sont des panneaux d'entrée d'agglomération. Donc, en fait, il y a une sorte d'espace qu'on appelle la campagne, qui est en fait administré de la même façon par la mairie. Mais il y a une sorte d'espace où on ne sait pas où on est entre 2 panneaux. Et tout ça ressemble à une anomalie. Et cette anomalie, elle aurait été résolue dans la façon dont s'est développée l'Île-de-France, parce que les panneaux d'entrée de ville sont aussi des panneaux de sortie de ville. Et il y a une densité, moi, qui m'avait beaucoup impressionné. On était avant Waze et avant ce genre d'outils. Le guide, le manuel d'usage du territoire francilien pendant de longues décennies, ça a été des grandes cartes des villages, et les villages étaient classés, enfin les villes, parce que c'était des villes de 15-20 000 habitants, étaient classées par ordre alphabétique. Donc c'était une sorte d'objet de discontinuité totale où on allait de Athis-Mons à Vélizy, mais ça n'avait pas du tout l'aspect fauche ou balayage qu'avaient les cartes Michelin ordinaires. Donc tout ça m'amène à cette passion probable pour les confins de la métropole, et du coup je me rends compte que chaque fois dans mon expérience de vélo, il a été question d'aller toucher le plus loin. L'un des plus spectaculaires que j'ai fait, c'était dans remonter la vallée de la Juine. La Juine, c'est un affluent de l'Essonne qui est elle-même un affluent de la Seine, et alors c'est assez singulier parce que ça interroge vraiment sur la taille de Paris. Je sais pas pourquoi les gens aiment l'eau et aiment probablement pêcher, et donc en fait le tissu urbain le long des fleuves, il est beaucoup plus continu qu'ailleurs, et donc je savais que Paris était un objet qui faisait à peu près d'expérience entre 60 et 80 km de diamètre, et j'ai trouvé, donc en suivant, alors l'idée était d'aller à Orléans à vélo, et comme aller à Orléans à vélo c'est très pénible parce que la Beauce c'est très ennuyeux, c'est des longues lignes droites assez rébarbatives. L'idée, c'était d'attraper la Beauce le plus loin possible, et donc d'aller chercher vraiment la fissure ultime de la Juine, qui est à la fin un petit ruisseau, mais ça permet de suivre la Seine, l'Essonne et la Juine. Et là, pour le coup, il y avait plus de 60 km. On pouvait pas vraiment parler de ville, mais pendant 60 km, j'ai eu quand même l'impression
d'une continuité du bâti. C'est un détail, mais je me souviens, dans un village, il y avait une machine, une boulangerie automatique, un distributeur de baguettes de pain. Donc tout ça signalait un peu la ville, signalait un peu la campagne. Enfin bon, bref, tout ça, c'était un petit peu exagéré. Et arrivé tout au bout, je suis tombé sur une colonne rostrale, ce qui est un objet vraiment assez atypique. Et en fait, il y a un château qui s'appelle le château de Méréville, qui est une ville très belle, qui est comme ça ouverte sur le sud, où il y a une des plus belles collections de folie du XVIIIe siècle. Donc il y a un parc avec un moulin en ruine. Alors c'est une sorte enfin, intellectuellement c'est hyper marrant parce que c'est des ruines artificielles à l'état de ruine, donc une sorte de fuite vers le méta du paysage. C'est en très très mauvais état. Et il y a effectivement une sorte de colonne rostrale. Et bon, c'était plaisant d'avoir autre chose qu'un château d'eau pour signaler le truc. Et après, en continuant, un autre site comme ça qui est très beau et très marquant, c'est beaucoup plus près de Paris, c'est la terrasse du château d'Écouen, où quand on monte sur la terrasse du château d'Écouen, qui est vraiment une petite butte témoin, on a d'un côté Villiers-le-Bel, ville il y a eu des émeutes, je crois, vers 2006 ou 2007, donc une sorte de cité sensible. De l'autre côté, le château d'Écouen, qui a une sorte de mélange entre une utopie giscardienne et une utopie renaissance, parce que ça communique un peu avec les deux époques. On ne sait pas trop exactement quand ça a été créé en tant que château ou en tant que musée. Et là, il y a une terrasse qui donne sur ce grand paysage du Nord dont je parlais tout à l'heure, qui est le Pays de France. C'est très très beau. Et ce qui est amusant, c'est de suivre les points hauts du paysage. Et les points hauts du paysage les plus marquants sont au premier plan une sorte d'énorme tumulus qui est un très gros centre de tri des déchets du bâtiment, qui doit être une propriété de Veolia, mais qui est vraiment très très impressionnant dans ses dimensions, et il est d'autant plus impressionnant qu'il y a quasiment aucune route qui y mène, si ce n'est des routes privées. Donc on est vraiment sur un objet un petit peu hybride. J'aime beaucoup, dans le même ordre de choses, l'idée que la forêt de Montmorency qu'on voit au loin, et qui est pareil très structurante pour le paysage, et en fait quasiment une forêt artificielle, parce qu'on a exploité des mines de gypse quasiment en sous-œuvre, en laissant des gros piliers, des gros piliers comme ça naturels. Mais sinon, c'est une grande carrière, et elle communique avec la Francilienne par une sorte de sortie dédiée qui elle-même donne accès à un tunnel qui accède à la forêt. Tout ça, c'est des endroits où je suis pas allé, qui mériteraient sans doute d'être explorés. Bon, j'aime bien l'idée que le paysage urbain est un paysage truqué, et puis là, c'est vraiment truqué au sens où même un paysage grand urbain, parce qu'on est sur un objet, je l'ai dit, qui a quasiment une assise de 60 km ou 80 km. Et pareil, quand on est sur la terrasse d'Écouen, ce qui est très frappant, c'est on voit les dérives des avions de Roissy, et on se rend compte qu'en fait une dérive d'avion, c'est haut comme un immeuble peut-être de 4 étages, et que c'est un objet très imposant, et ça passe au loin, ça coulisse comme ça, vraiment comme des décors de théâtre, et d'opéra. Et encore au loin, c'est un peu flou, parce qu'en fait c'est l'endroit où arrivent les grandes lignes électriques et où elles sont commencées à être distribuées, enfouies dans le sol, etc. Et on trouve encore les grandes plateformes aéroportuaires, les zones de fret, etc. Et on a vraiment, enfin bon, c'est probablement la plus jolie vue qu'on peut avoir sur Paris. Et comme par hasard, c'est un endroit où on voit pas du tout Paris, où on tourne le dos, mais on en voit vraiment toutes les coutures, tous les dessous, tout l'aspect infrastructurel. Et sinon, ce qui est marquant, c'est autre chose. Parce que mon intuition, c'est que la France est un pays trop grand, qui a débordé enfin, c'est pas du tout un jugement de valeur. Je suis pas partisan de la réduction de la France. La France est un pays trop grand, donc qui a débordé de son site naturel, qui est le bassin parisien. Et inversement, l'impression que donne le bassin parisien, et c'est vraiment frappant, là, pour le coup, si on atteint les villes, parce que c'est un peu le point de départ, je me suis un petit peu égaré. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on va chercher quand on quitte Paris? On va chercher strictement des ruines médiévales. Alors, il y a des ruines médiévales en différents états, mais on arrive à peu près toujours sur la même chose, sur une porte avec des jolies tours rondes. C'est l'entrée de Laon, par exemple, c'est l'entrée de Provins, des choses comme ça très, très emblématiques. Il y a quasiment l'équivalent, alors faut vraiment être bien disposé, mais à Dreux, il y a une sorte de place comme ça, semi-circulaire. Ça pourrait être une place italienne, ça pourrait presque être sienne, avec vraiment de la bonne volonté, mais il y a des jolies couleurs ocre et c'est comme ça. Voilà, on va toujours chercher, où qu'on aille, on va toujours tomber sur des ruines. On peut pas s'empêcher quand même de considérer les grandes cathédrales gothiques comme des ruines. La plus emblématique à cet égard, c'est celle
C'est celle de Beauvais qui a été conçue légèrement trop grande et qui, à peine finie, a commencé à s'élargir et que du coup, on n'a jamais continué. Donc, on a juste cette espèce d'immense, de fond de cœur, d'immense nef beaucoup trop haute. Et ça donne, en fait, l'impression qu'on est au premier étage de la tour de Babel du tableau de Bruegel. On tombe, et c'est d'autant plus vrai que je ne sais pas si vous visualisez le tableau, ce qui est très beau, c'est que on voit que Bruegel réemploie des trucs rocheux et qu'en fait le premier étage de sa tour de Babel, il n'est pas authentiquement une construction, il est déjà un peu géologique, il utilise déjà les renforts de la pierre pour se rehausser, et ça donne l'impression, alors c'est vraiment une fiction, on est de l'ordre de l'utopie, mais que il aurait pu y avoir une sorte d'immense civilisation, il y aurait pu y avoir une énorme ville, et ce qui frappe en fait, alors que Paris, par rapport à l'échelle de l'Europe, est une ville de taille imposante, ce qui frappe en fait, c'est la petitesse de Paris, et qu'on peut pas s'empêcher d'imaginer un objet gigantesque qui serait posé là, une vraie ville, une ville de plusieurs centaines de millions d'habitants. On n'a pas vraiment de difficulté à imaginer que ça rentre. Et du coup, l'impression, ce serait qu'on l'atteint comme ça par petites pointes, par petites incises tout au bout. Et j'avais quelques images encore à partager. C'est sur quoi on tombe vraiment au plus loin, et c'est ça qui est amusant aussi, c'est qu'il y a quelque chose d'un pavage parfait du plan où on tomberait toujours sur le même paysage. Moi, c'est ce qui m'avait marqué j'avais une théorie qui vaut pas grand-chose, mais que je vais vous refaire quand même. C'est que il y a toute une histoire où Baudelaire déménage tout le temps. Il habite à 40 endroits autour de Paris. La seule fois qu'il quitte à peu près Paris, à l'exception de la Réunion, c'est pour Bruxelles, et ça se passe très mal. Et il y a comme une sorte de sortilège qui l'oblige à rester comme ça, comme une sorte comme s'il était une sorte de maladie de l'habitation, une sorte de Parisien emblématique, et qu'il n'arrivait pas à quitter. Et j'en ai trouvé l'explication. Alors ça vaut pas grand-chose, mais l'explication psychologique tient au métier de son père. Son père était très vieux quand Baudelaire est mort. Donc Baudelaire en fait était un enfant, ce grand peintre de la modernité benjaminien, strict pour le coup, était un enfant du 18e, et son père était un peintre de fêtes galantes en fait, et que en fait l'endroit où a grandi Baudelaire, c'était dans les lointains des parcs. Et moi, ça avait été la première chose qui m'avait fasciné quand j'avais commencé à faire du vélo, c'est que ces grands châteaux, j'en ai trouvé quelques-uns assez terrifiants, ont été reconvertis en institutions médicales ou psychiatriques assez bizarres, des sortes d'objets à moitié hantés où le château est en ruine. Il y a des statues en plâtre lépreuses. C'est des ambiances vraiment très très angoissantes. Et l'idée, c'est qu'en fait, quand on toucherait le bout du bassin parisien, ça recommencerait encore. Et c'est quasiment la mise en scène qui est assez emblématique, je pense, d'une certaine approche pré-rationaliste de l'architecture, des ruines et des fabriques que les possesseurs de châteaux construisaient dans les fonds de leur parc, comme si ce qu'ils voulaient voir, c'était déjà la totalité d'un cycle industriel, la totalité des âges de l'humanité, avec déjà devant eux l'âge d'or et sa ruine, etc., etc. Et ce qui est amusant, c'est que finalement, je pense, je finirai là-dessus, c'est que mon idée de départ, c'est que je quitte Paris pour rejoindre une ville où il y a une gare, et le souvenir que j'ai, c'est d'avoir traversé des zones à l'urbanisme assez raté. Récemment, c'est la longue entrée de ville d'Auxerre sur la route de Sens à Auxerre est vraiment désespérante, alors qu'Auxerre est une ville absolument charmante avec son église et son grand silo à grains au bord d'une jolie rivière. Voilà, et toutes ces entrées de ville qui se répètent, et ces entrées de ville, elles sont quasiment intégrées à une sorte de malédiction de ville, que si on quitte Paris, on retomberait toujours sur une entrée de ville, avec ces scènes et qui sont en fait des vraies scènes de vie parisienne, et qui ont en soi quelque chose d'extrêmement provinciale ou campagnarde, et que je peux pas m'empêcher de voir comme une scène de vie parisienne. Et je finirai là-dessus. J'avais trouvé l'image très emblématique. La première chose qu'on voit quand on arrive dans une ville, en l'occurrence là, c'était Amiens.
c'est rarement les cathédrales maintenant, c'est les tours HLM. Et je me souviens d'être rentré comme ça dans Amiens, et il y a un moment où la ville commence, et là elle commençait vraiment, et donc c'est-à-dire il y avait un champ, et puis soudain il y avait une maison et un petit pavillon, et devant ce petit pavillon il y avait deux personnes qui étaient en train de bricoler un scooter, et je sais pas, ça donnait quelque chose, on avait comme ça l'impression, c'était d'une extrême brutalité. On quittait, on changeait quasiment de siècle, on changeait brutalement d'époque, et là ça définissait, alors je le laisserai ouvert sans conclusion plus spécifique, ça définissait vraiment une expérience de la ville. Je pourrais continuer, mais peut-être faire des questions comme vous préférez. Très intéressant cette relecture du paysage comme un récit poétique de la géographie qu'on a publié depuis l'école. Et c'est vrai que cette métropole parisienne, moi, elle m'interroge énormément parce que ses limites sont définies par un périmètre qui est celui qu'on a bien envie d'entendre, en tout cas sur ces ententes politiques qui ont défini un périmètre. Et puis, au-delà de ce périmètre, alors que l'Essonne, c'est un département que je connais assez bien, on sort de la métropole parisienne, puis on passe à Grigny, puis Évry, et puis Corbeil, et puis Mency, et puis voilà, on quitte, et puis on arrive un peu dans les forêts, etc. Et on se dit, pourquoi ça s'est arrêté là, pourquoi ça ne va pas jusque-là, quand le train continue. Et puis, en fait, on est dans cette espèce de métropolisation qui est extrêmement autoritaire et qui définit des limites avec des territoires qui seraient des entre-deux, un peu comme les chemins noirs de livre de décrit justement tous ces entre-deux, ces espaces qu'on a oubliés, ce qui fait qu'on a un type de territoire qui sont perdus pour toujours, et puis ceux qui sont encore dans l'aménagement du territoire de demain. Et encore, je me pose la question, parce que moi, je pense qu'on fait plus d'aménagement du territoire depuis très longtemps. Et donc, moi, est-ce que vous pourriez nous parler de cette ville, comment vous les percevez, cette limite politique et puis cette limite poétique de la métropole, ce qui est frappant, c'est l'existence, ce dont j'ai essayé de parler en partie, c'est de la disparition de tout un tas de métropoles d'équilibre naturel que l'histoire avait laissé autour de Paris et qui ont été lentement détruites. La plus évidente, d'ailleurs, c'est Saint-Denis. Saint-Denis a vraiment une structure de ville de province normale, de petite ville de 50 000 habitants, et puis elle est tombée au mauvais endroit. Mais surtout qu'à l'époque, il y avait la zone industrielle, il y avait la zone du Landy, donc elle était vraiment très coupée de Paris. Et c'est comme si Paris s'arrêtait et recommençait avec vraiment des caricatures d'objets de ville, c'est-à-dire une basilique, c'est-à-dire un parvis et des rues piétonnes et extrêmement populeuses. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc cet objet a une existence bizarre parce qu'en fait le problème de Saint-Denis, c'est que c'est situé à 5 km de Paris, quoi. Donc c'est une ville trop grande, trop brève. Mais sinon cet objet existe un petit peu partout et a été lentement détruit et absorbé. Mais je ne peux pas m'empêcher. Là, je racontais que j'étais à Sens la semaine dernière. Il y a vraiment aucune raison rationnelle de ne pas aller habiter Sens plutôt qu'en banlieue. Et le nombre de villes, que ce soit Sens, que ce soit Dourdan, qui ont vraiment qui cochent les cases, en fait, c'est pas bien de le dire comme ça, mais d'un pittoresque petite ville, parce qu'elles ont une jolie église et un joli château et un petit patrimoine qui fait qu'il y a 3 rues piétonnes qui sont accordées ensemble. Ces villes, il y en a 15, 20, 30, ça va jusqu'à des villes plus petites comme Méru, enfin voilà, il y a il y a plein de sortes de chances urbaines comme ça qui n'ont pas été du tout exploitées au XXe siècle parce qu'on a construit d'autres choses, on a rempli, on a entassé, etc. Et je peux pas m'empêcher de me dire que là il y a quelque chose qui va se retourner dans l'urbanisme francilien. Il y aura une sorte de redécouverte de ces choses parce que au final la maison de ville d'Ensens sans jardin,
elle est pas moins absurde qu'un pavillon en toute fin de ligne RER avec pour le coup un jardin, mais qui serait moins pratique et moins bien interconnecté à Paris. On commence à voir que c'est parfois beaucoup plus rationnel d'habiter sur une ligne normale que sur une ligne de RER, parce que c'est cadencé différemment, c'est pas la même population, les gens sont plus rassurés. Enfin voilà, il y a plein de raisons qui fait bonne ou mauvaise, qui fait que ça se fait. Mais ce qui est marrant, c'est cette espèce de gang comme ça qui s'est refermé et d'aller en retrouver. Même une ville aussi bizarre, pour parler d'Essonne, une ville aussi bizarre que Massy, qui s'est vraiment développée dans une extrême laideur, il lui reste quelque chose, une sorte de massivité dans une sorte de rue centrale à moitié piétonne. Et d'ailleurs, je le dis comme un territoire à conquérir en fait, mais c'est ce qui est frappant et c'est l'une des raisons pour lesquelles le Grand Paris est si compliqué à faire, c'est que ces villes n'existent que dans la rivalité très très forte qu'elles entretiennent avec les villes opposées. Et c'est vrai que vu de Paris, Morsan-sur-Orge et Massy, c'est tout comme, alors que vu de Morsan-sur-Orge, on se sent vraiment très morsenien et pas du tout masséien. Enfin voilà, il y a toutes ces choses. Donc je pense cette carte existe et c'est très difficile. Moi, je l'ai découverte parce que j'ai fait du vélo, mais avant j'avais habité en Essonne, et pour moi c'était vraiment associé à des enfers routiers, des enfers de bouchons, etc. C'est très compliqué de retrouver. Enfin, il y a vraiment 9 cartes et faut vraiment trouver habilement la bonne. Donc en fait, il y a juste une sorte faut retrouver à peu près simplement la ville, avec cette idée qu'il y a plein de villes abandonnées qui ont des potentiels étranges. Ouais. C'est pas la politique qui est développée. La métropolisation, c'est un espèce d'étalement urbain infini qui se reconnecte. C'est pas en réseau, parce que ce que vous décrivez, ça. Il y a des. Alors, je veux pas dire n'importe quoi, mais il y a des expériences de type un peu parasadiste intéressantes. La ville dans l'alignement des pistes d'Orly, Goussainville-le-Vieux, qui était abandonnée. Il commence à y avoir, c'est un peu habité, un peu squatté. Il y a des sortes de libraires d'occasion qui sont installés. C'est devenu un petit peu bizarre. Quand on va tout au bout, il y a des gens qui désossent des voitures. Ça n'a pas l'air tout à fait légal, et puis en même temps, voilà, il y a une sorte d'installation. Il y a des zones, peut-être il y en a qu'une. Il y a des sortes de ressourceries urbaines, enfin des choses qui se font un tout petit peu en dehors des trucs publics. Et c'est vrai, c'est désespérant. Par contre, à quelques mètres de là, il y a Sarcelles qui a quand même qui est une ville qui a une grande et belle dignité architecturale. Et à côté, on construit encore aujourd'hui à peu près n'importe quoi dans un site qui a profondément aucun charme. Parce que je pense d'un pur point de vue, alors c'est presque du feng shui dans le côté de n'importe quoi, mais d'un pur point de vue comme ça de ressenti, on est mieux dans une vallée que dans la plaine, et donc on a peut-être un peu trop rempli la plaine et pas assez la vallée. Ouais. Bon, c'est très ouvert. Hein. J'ai une question sur les objectifs, un peu la méthodologie de base de ces listes. À savoir, est-ce que c'est une confrontation entre le territoire représenté et sa représentation, une approche sensible qui serait pas l'opposé, mais peut-être la complémentarité d'une approche classique de représentation. Et est-ce que quand vous partez à vélo, vous avez un itinéraire qui est prédéfini ou des points de passage obligés, ou est-ce que c'est plus une dérive assez libre qui vous amène ça dépend. Si je le fais avec un ami ou tout seul déjà, ça dépend. Ouais. Je suis beaucoup allé, par exemple, autour de Roissy un moment parce que pour me documenter. Et là, c'est un endroit que je maîtrise bien. J'y vais facilement sans plan. Et puis c'est marrant de rentrer vraiment dans Roissy. Cette île remplie d'hôtels et de pièces détachées de Concorde, mises sous vitrine comme dans des mausolées. Disons que jusqu'à la Francilienne, aujourd'hui, je peux le faire sans plan. Au-delà, j'ai besoin d'un plan parce que je connais pas assez. Non, l'objectif est vraiment, l'objectif nous tire. Il y a vraiment un truc. C'est important d'avoir un objectif. Là, par exemple, j'ai absolument envie d'aller au désert de Ré. J'ai jamais vu les folies du désert de Ré. Donc après, ce qui est hyper important, c'est qu'il y a la carte. Si mon application plante,
Ça m'est arrivé une fois, je suis allé à Rouen sans application parce que mon application m'avait planté. C'était vraiment détestable, quoi. Enfin, il y avait vraiment un truc, je l'ai pas fait pour de vrai. Enfin, c'était horrible, c'est débile. Hein. Mais donc il y a un mélange de fétichisme, de trucs un petit peu comme ça. Et puis c'est amusant d'aller chercher des angles de vue différents, des coteaux, enfin une très belle surprise récente. J'y étais jamais allé, c'est les hauteurs d'Argenteuil, où il y a un endroit d'où on voit absolument tout Paris sous un angle nouveau. C'est absolument charmant. Et là, la question, c'est plus, sans vélo, j'aurais pas pu y aller. Il y a juste un truc comme ça, de découvrir un endroit qui est exactement adapté au vélo. Parce qu'on est content, il y a une pente, il y a une difficulté, il y a un fait, c'est à 20 km de chez moi, donc il n'y a pas vraiment de façon de y aller. J'ai pas de voiture, même si j'en avais une, ce serait absurde. À un moment, quand on a une voiture, on va chercher les routes adaptées à sa voiture, donc on finit toujours, enfin, je vais toujours en Normandie en voiture, je finis toujours je prends toujours le même autoroute sans aucune fantaisie. Le vélo est quand même un moyen de transport un peu fantaisiste, et c'est pour ça que c'est intéressant de pas avoir de plan. Ce qui est intéressant, c'est frappant, quand on longe la forêt de Montmorency, par exemple, il y a une sorte de longue ligne droite, et à tout moment à droite, ça monte très dur jusqu'à la forêt de Montmorency. Et c'est une sorte de pulsion. À quel moment je décide de monter à droite, que je suis très bien disposé. Dès que je vois une montée, je suis hyper content. D'autres fois, je vais pas être content. Donc c'est une sorte de moyen de connaissance très très impressionniste. Après, l'autre truc qui est majeur avec le vélo, c'est ça donne c'est le bon pas, quoi. Ça fait des pas de 20 km à peu près, un vélo. On s'arrête rarement en dessous de 20 km. Et c'est des pas qui sont vraiment d'échelle géologique. C'est qu'on voit des modifications structurelles du paysage qu'on verrait pas à pied parce que ça serait pas assez rapide. Ou enfin voilà, on voit, tiens, soudain on est dans le Vexin et soudain on voit de la craie blanche sur le bord de la route et on est très content. Ou alors on est dans le Vexin et hop, on bascule et alors qu'il y avait tel type de maison, on découvre qu'en fait on est dans la boutonnière de Bray et que d'un coup les maisons elles ressemblent à des maisons du Pays d'Auge alors qu'on n'est pas dans le Pays d'Auge. C'est très ça apporte pas grand chose, mais ça rend très heureux, quoi. C'est vraiment de l'ordre du plaisir esthétique, quoi. Alors, je pense un truc fort du plaisir esthétique, c'est voir des différences et des répétitions, quoi. C'est vraiment de cet ordre-là. Là, en Bourgogne, ce qui m'a enchanté, c'était les pignons des maisons, où il y avait des pierres à chaque fois sur un pignon de maison. Il y avait une quinzaine de pierres qui débordaient légèrement, je sais pas à quoi elles servent. Et c'était amusant de se dire, tiens, soudain, ce type de maison, tiens, j'en ai pas vu depuis 10 km, j'ai dû changer de région. Ou de la même façon, quand on fait du vélo dans le Cotentin, les clochers à double panneau comme ça, qui sont typiques du Cotentin, et il y en a pas ailleurs. C'est des petits signes des lieux qui sont tout à fait charmants, ouais. Mais qui n'ont pas de sens, en fait. Ou alors, enfin, c'est compliqué. Oui, est-ce que justement le vélo, tu es en partie très répondu à la question que je voulais poser, est-ce que le vélo n'est pas la métrique du vélo? Il se trouve que moi j'avais l'impression en écoutant de revivre mon passé à toute vitesse parce que j'habitais un petit peu plus près de Paris quand j'étais vraiment adolescent et je circulais en vélo dans des endroits bizarres comme ça. Et Zitac, par exemple, aller à Orly en vélo, je trouvais que c'était extraordinaire. C'était pas du tout la même chose que d'y aller en voiture ou en transport public. Et donc je vois tout à fait ça, mais il se trouve qu'à un moment, moi j'ai bifurqué, je me suis mis à aller à pied parce que j'ai eu l'impression que la sérendipité était beaucoup plus forte à pied, c'est-à-dire qu'on avait une disponibilité sensorielle plus forte et on pouvait éventuellement faire ce que tu fais, c'est-à-dire prendre un moyen de transport pour aller à un point de départ et rayonner. Donc on n'avait pas les 30 km ou les 40 km, mais finalement, enfin, ce que tu racontes, on pouvait quand même un peu l'avoir. Disons que c'était un compromis qui pouvait se défendre. Donc ma question c'est, est-ce que c'est pour des raisons sportives que tu as continué le vélo ou bien est-ce que le rapport à l'espace apporte quand même quelque chose que la marche à pied ne pourrait pas apporter? Est-ce que la marche à pied ça serait la métrique citadine alors que le vélo ça serait la métrique urbaine?
Bah, le métro, en fait, le vélo, c'est un appareil de projection, en fait. C'est une prothèse qui permet, idéalement, oui, je ferai tout à pied, mais j'ai pas la semaine entière, j'ai seulement 2 jours par semaine, donc en fait, j'ai besoin d'intensifier les sensations. Donc le vélo joue vraiment un truc de cet ordre-là. Après, ce qui est très singulier et je pense très emblématique d'une expérience urbaine, c'est que j'ai eu un VTT en 90 pour mes 10 ans, j'étais hyper heureux. J'ai toujours été au sud, toujours été dans le Gâtinais. Toujours, et pas une seule fois, j'ai pensé rejoindre Paris en vélo. C'est une sorte, mais je me suis même pas dit que c'était compliqué. C'est juste, c'était impossible. Et après coup, j'ai un énorme regret. Enfin, bon, peut-être, j'avais une sorte de rapport de banlieusard. Je me sentais ridicule d'aller à Paris en VTT. Mais c'est très étonnant. Et moi, ça m'était arrivé plutôt entre la position à pied et la position voiture. C'est quand j'ai été pour la première fois dans la forêt de Verrières, où j'ai découvert qu'en fait, dans la forêt de Verrières, je connaissais la route que je passais, mais qu'en fait, les 2 cartes, c'était pas du tout coordonné. La carte du piéton qui se balade en forêt et qui voit une autoroute, et la carte de autoroutière. Même on a beau le savoir, vérifier sur des plans, ça reste 2 cartes qui n'ont rien à voir. Et donc il y a quasiment une carte par moyen de transport. Après, il y aurait des solutions à chercher, oui, du côté d'une intermodularité plus fine, parce que par ailleurs, c'est fou comme je peux marcher dans une journée à Paris. Ouais, c'est rare que j'arrive à faire moins de 6 km. J'ai toujours l'impression d'être debout tout le temps. Et là, c'est vrai que c'est une ville qui a vraiment qui est vraiment faite pour la station debout, etc. Donc oui. Pour répondre autrement à la question, il y a un sous-développement du vélo périurbain qui est problématique. Enfin, du vélo dans la grande couronne. Ouais. C'est un vrai mystère, ouais. Il y a eu un moment, il y a eu une tentative d'hybridation avec dans les années 80 avec les petits vélos de cross, quoi, qui était un peu une sorte de sous-produit de la culture du skate et qui était un outil comme ça d'exploration urbaine, mais ça n'a pas vraiment pris, quoi. C'est pas lié au ballonnement, ça ressemble plus. Si, c'est vrai que oui, il y a probablement ça parce qu'il y a des montées terribles, effectivement. Ouais. Il y a des montées terribles, ouais, et qui sont pas bien dessinées comme à la montagne et qui ont vraiment des pourcentages très très élevés. Oui, incontestablement. Après, on peut aussi y aller par la vallée, quoi. Mais là, le vélo électrique change vraiment la donne, quoi. Il y a plus la difficulté s'estompe. Ouais. Après, c'est marrant, hein, c'est un truc de quand on est sur de la plaine, voir à 1 kilomètre qu'il y a un petit saut pour franchir une ligne TGV, on a déjà mal aux jambes à l'avance, quoi. Alors qu'en fait, c'est une montée de 6 mètres, quoi. Mais bon, c'est des trucs souvent comme ça. Ouais. Est-ce que c'est en fait sur une carte des coupes des coupes en fait du territoire relief, logique en fait Ça dépend vraiment. Si l'objectif est d'aller à Bruxelles, par exemple, ça avait été aller au plus droit parce que le plus droit faisait 300 km et c'était pas tolérable d'en faire 5 de plus. Après, il y a des ajustements quand c'est petit. Allez voir, je peux pas voir un panneau qui annonce un menhir sur le côté de la route sans faire le détour, quoi. C'est une sorte de pulsion débile. Après, ce qui est intéressant, c'est vraiment un truc assez fin, c'est que c'est intéressant de voir la trajectoire dans une application. Et il y a, à ma connaissance, pour l'instant, pas de meilleur outil que la carte Michelin. C'est vraiment parce que c'est très beau, les couleurs, c'est agréable, et puis peut-être parce qu'on la connaît depuis longtemps. Autant via Michelin, c'est monstrueux, c'est vraiment complètement raté. Autant les cartes Michelin, c'était vraiment délicieux, quoi. Donc c'est des choses. Et puis après, on les connaît, les routes. On sait à quoi elles ressemblent. Enfin, c'est débile, mais il y a une sorte de texture cachée dans le dessin de la carte Michelin. On sait à peu près si ça va être une belle route ou pas, même si le bord est pas colorié en vert comme ils le sont d'habitude. Alors que il y a un rapport d'échelle qui est bizarre sur le zoom infini des applications où on sait pas exactement. Et on se retrouve toujours, disons. Aujourd'hui, Michelin est plus fiable pour nous annoncer quand ça cesse d'être une route et quand ça devient un chemin. Les applications ont encore j'ai eu quelques problèmes, ça m'est arrivé, hein, mais quand je suis bêtement les flèches de l'application, j'ai eu des problèmes de ronces, quoi. Le truc, on s'enfonce. Voilà. Si on suit l'application sur une route, si on a une carte, on peut décider d'un jeu géométrique par...
Après, non, ce que je fais pour des raisons d'optimisation, c'est que je coupe un petit papier que je plastifie au cas où il pleut et je le scotche sur mon guidon. Et il est tout petit. Et alors, je fais du vélo sans lunettes, je vois pas bien des fois. Mais et puis je regarde. Et en fait, avant, je faisais un truc hyper subtil, au 3e rond-point à gauche, etc. Et en fait, quand même, la carte des noms de lieux en France à 90% suffit, quoi. C'est grosso modo, les routes relient des villages entre eux. Sans découverte majeure. Il m'a fallu des années pour accéder à ce stade. Merci beaucoup.